Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour le deuxième épisode d'Enquête ouverte, le podcast qui parle d'enquêtes criminelles non résolues. Aujourd'hui, ce sera la suite de l'histoire de Maddie McCann qu'on vous avait présenté dans le premier épisode. N'hésitez pas à aller le re-regarder du coup pour comprendre ce deuxième épisode. Nous sommes donc là avec Paul Salut Brieux. et Johanna. Bonjour. Oui, je vais vous parler un petit peu des pistes et Dieu sait qu'elles sont nombreuses ces pistes dans cette enquête. On a vu déjà un petit peu la complexité de l'enlèvement et tout le mystère qu'il pouvait y avoir autour. Donc je vais pouvoir ouvrir tranquillement mon petit dossier et vous présenter un petit peu les pistes. Il y en a énormément. Donc on est à peu près en 2007 au moment où l'enquête se lance, puisque la disparition c'était le 3 mai 2007 si je dis pas de bêtises. Et on est en juin, la ministre de la Justice allemande, on va voir que l'Allemagne a une part importante dans cette enquête, qui s'appelle Brigitte Saïpreis, qui lors du G8 dit très clairement qu'un réseau pédophile est impliqué dans l'affaire. On va voir que la thèse du réseau pédophile est quelque chose qui va revenir énormément dans l'intégralité des enquêtes, des pistes qui ont été évoquées tout au long de ces années et années d'enquête sur la disparition de la petite McCann. En juillet 2008, un an plus tard, l'enquête est close, donc après que les parents étaient évidemment accusés, l'enquête est close et de nouveau, un mois après seulement, elle est réouverte. On va se rendre compte que tout au long, l'enquête se ferme, se réouvre, parce que forcément il y a de nouvelles pistes qui reviennent sur le terrain, et la première piste qui revient, c'est celle d'un réseau pédophile, en Belgique. Selon les tabloïds britanniques, il y aurait un réseau en Belgique qui serait impliqué dans la disparition de la petite McCann. Il faut savoir qu'au total, il y a eu plus de 130 signalisations d'une petite fille qui ressemblerait justement à cette Maddie. À chaque fois, les signalisations n'ont malheureusement abouti à rien. En mai 2009, donc un an après, l'enquêteur qui était en charge de l'enquête avant qu'elle soit classée en 2008, qui est un Portugais, Gonçalo Amaral, va lui publier un livre qui va être un véritable coup de tonnerre dans l'affaire, qui s'appelle Maddie, l'enquête interdite, où il accuse justement les parents. Lui, clairement, il met sur la table en disant moi, lorsque j'ai mené mon enquête, pour moi et pour les enquêteurs, ce sont les parents qui sont les coupables. C'est un homicide involontaire, on a essayé de le masquer. Ce livre est sorti, les parents ont essayé de le faire interdire, il y a eu tout un tas de poursuites judiciaires. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est une théorie qui est de nouvelle fois revenue sur la table. Toujours en mai 2009, les parents, eux, de leur côté, continuent leur enquête parce qu'ils n'abandonnent jamais. Ils ont envie de savoir qui finalement a été prendre leur petite fille, et surtout ils veulent retrouver leur petite fille parce qu'ils ne savent pas si elle est encore en vie, et eux évidemment croient à ce qu'elle est encore en vie. Et ils vont, à l'aide d'un témoignage d'un Britannique, établir un portrait robot d'un homme qui serait très laid, aux cheveux longs, aux cheveux sombres, à la peau grêle, au nez très long. Et ce témoignage concorde avec celui d'une écolière de 12 ans et d'un homme du Cheshire, qui affirme aussi avoir aperçu un homme de cette description rôdant autour de la location des parents. Ensuite, pendant 2 ans, il ne va pas se passer grand chose. On arrive en mai 2011, Scotland Yard, la célèbre police londonienne, qui relance l'affaire, selon les tabloïds britanniques. Il y a 2 suspects qui vont être interrogés par la police de Londres, qui sont Charles O'Neill et William Lunchland. Ces 2 suspects qui sont quand même assez crédibles parce qu'ils sont connus des services de police, ils ont déjà été condamnés pour des faits un peu similaires, et surtout ils étaient au Portugal en 2006. C'est là où on se rend compte que c'est assez fou, parce qu'ils étaient à cette période-là au Portugal, et on va se rendre compte par la suite qu'il y a beaucoup d'autres pédophiles qui étaient dans cette région. Donc il y a au total 442 personnes qui ont été interrogées par la police britannique, 41 suspects. Il y a même un détective italien qui, selon Daily Mail, rapporte que la petite Maddie serait aux États-Unis dans un réseau pédophile sexuel. Donc c'est plein de théories, et c'est pas fini. On est simplement en 2011. Il y a encore une autre théorie qui va sortir. Là, on est passé du Portugal aux États-Unis, on va aller en Inde, puisqu'il y aurait des touristes américains qui auraient aperçu la petite Maddie McCann dans les bras d'un couple franco-belge, femme française et un homme belge aurait la petite. Bon, en réalité, il s'avère que ce n'est pas du tout elle. La police locale, les enquêteurs, tous les détectives qui étaient sur l'affaire disent que malheureusement, ce n'est pas du tout la petite fille, les tests ne concordent pas. 2 ans plus tard, la police portugaise et anglaise relance une nouvelle fois l'enquête, après que pendant 2 ans elle ait été un peu mise en veille, et toujours la thèse d'un réseau pédophile organisé qui va être remis sur la table. Et là il y a quand même un témoignage qui est extrêmement important, c'est celui d'un chauffeur de taxi. Il y a un chauffeur de taxi qui affirme, la nuit de la disparition de la petite Maddie McCann, avoir aperçu plusieurs hommes monter dans son véhicule et avoir vu une petite fille sur les genoux d'un homme. Et ce témoignage là est quand même assez fou, et ça rejoint un petit peu la thèse du réseau pédophile. Les Britanniques, eux, vont partir sur la thèse d'un délinquant sexuel également, puisqu'il y aurait un homme entre 2004 et 2006 qui serait entré par effraction dans des maisons dans la région de l'Algarve au Portugal, et qui aurait commis des agressions sexuelles sur 5 filles. Donc on se rend compte que là aussi il y a
encore des thèses autour d'hommes qui seraient engagés dans cette histoire. Donc c'est pas encore fini, il y a encore quelques petites théories qui vont sortir, mais on avance. On est en 2015, donc soit plus de 7 ans après l'ouverture de l'enquête et la disparition de la petite. C'est en Australie, hein, on fait le tour du monde un petit peu malheureusement. On est en Australie avec un motard qui découvre une valise avec un cadavre d'une petite fille. Et tout concorde avec la description de la petite Maddie. On a une petite fille de 3 ans, les cheveux clairs, elle le ressemble. C'est pas elle parce qu'ils font les tests ADN et ils se rendent compte que c'est pas du tout la petite. Donc une nouvelle thèse qui tombe à l'eau. Et c'est 10 ans après, donc la disparition, on est en 2017, que la nounou va enfin parler. La nounou va dire pour elle, et ça va contrecarrer la thèse de Gonçalo Amaral, rappelez-vous l'enquêteur portugais qui avait écrit un bouquin, et elle dit pour moi ça peut pas être les parents, ça peut pas être un homicide involontaire. Donc après la question c'est est-ce que la nounou est de mèche ou pas avec les parents, mais en tout cas elle, selon elle, c'est pas possible que les parents aient pu commettre l'irréparable. Un an après, il y a un homme d'affaires espagnol, on est en 2018, Andrés de 45 ans, qui lui reconnaît les portraits robots qui avaient été réalisés par Scotland Yard, donc de Charles O'Neill et William Lawson, donc les deux suspects qui étaient quand même qui pouvaient correspondre à l'enlèvement de la petite Maddie McCain. Et il affirme que ces deux hommes-là ont approché ces filles de 5 ans et 13 ans au Portugal en 2001. Alors c'était bien plus tôt que l'enquête, mais en tout cas ça correspond un petit peu à des faits similaires. Ensuite, 12 ans jour pour jour après l'enquête, en mai 2019, la police britannique affirme avoir le coupable, qui serait un mania sexuel, Martin Ney, un pédophile allemand de 48 ans qui aurait traîné dans la région de l'Algarve en 2007 et qui a pris depuis perpétuité en 2011 pour avoir tué 3 enfants. Donc là on se dit ça peut correspondre finalement avec cette disparition. Voilà où ça en est pour les thèses sur la disparition de la petite Maddie. Waouh. En tout cas, c'est sûr que non, ça fait le tour du monde, mais c'est dingue que ça dure jusqu'en 2021 quoi. Moi j'ai une question. Les parents ils ont été accusés. Oui. Pourquoi la nounou elle a pas été accusée elle? Pourquoi on n'a pas approfondi plus que ça la piste de la nounou? C'est ce que il me paraît le plus logique au premier abord. C'est vrai que c'est une bonne question. J'avoue que je sais pas. C'est quelque chose. En fait, il y a beaucoup de flou autour de cette enquête. Il y a beaucoup de choses, ou même, tu vois, le témoignage du chauffeur de taxi qui arrive genre 7 ans après. Oui, c'est clair. Et je crois qu'il y a même une piste que j'ai pas évoquée, mais apparemment, il y aurait eu aussi un réseau belge qui était suspecté. Apparemment, il y a un homme qui aurait été vu en train de prendre des photos de la petite, qui aurait envoyé. Donc il y a cette thèse quand même pas mal de la Belgique qui revient. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fou de se dire qu'il y avait autant de suspects autour d'une enquête. Et surtout, ils étaient tous au Portugal à ce moment-là, quoi. C'est ça. Surtout du Portugal, que ça parte en Australie, en Inde. Ouais. Et pour revenir sur la nounou, elle n'était pas forcément en vacances avec eux. C'était des vacances en famille, je crois. C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Donc après, je sais pas comment la nounou a pu disculper peut-être les parents. Mais en tout cas, ce qu'elle a dit que c'était pas eux. Honnêtement, moi je sais pas ce que vous en pensez. La thèse des parents, j'ai quand même du mal à y croire. Je me dis c'est fou, notamment par rapport à ce qu'on avait dit dans le premier épisode sur le fait que les parents ils ont fait des plateaux télé, tout ça. Ils seraient quand même sacrément fous surtout ça. Sa mère, qu'elle ait sorti un livre sur sa souffrance, etc. Je trouve ça poussé quand même si c'était les parents. Après, en soi, si t'as vraiment commis un meurtre, tu peux aller loin justement pour essayer de te disculper. C'est vrai. Après, ils ont déjà 2 autres enfants aussi, donc... Moi, c'est vraiment le témoignage du chauffeur de taxi que je trouve fou, qui littéralement dit 7 ans après, ou 6 ans après, je sais plus, il dit ouais, j'ai vu un homme monter avec une petite fille la nuit de l'enlèvement, quoi. Surtout qu'en plus, le soir, quand ils ont interrogé un petit peu si les personnes avaient vu des suspects aux alentours de l'hôtel, il y avait personne à part la famille justement, je crois que c'était des Irlandais. Et il y avait eu que eux à se manifester le soir même. Je sais pas, moi après je me dis, c'est comme on parle souvent d'un réseau, est-ce que finalement à l'époque il n'y avait pas un peu tous ces manias, ces délinquants sexuels ou même pédophiles qui étaient autour finalement, et peut-être qu'elle a subi celui de un seul des pédophiles ici, mais j'ai l'impression qu'il y a forcément un des noms qu'on a cité là-dedans qui doit être Bah oui, le coupable. Je sais pas. Surtout en plus quand on revient à un peu ce qui s'est passé au niveau du soir même, le 3 mai 2007. C'est vrai que il y avait pas forcément d'indices, quoi, à part la fenêtre ouverte. Quand ils ont analysé la chambre, si quelqu'un était rentré, c'est vrai que je pense qu'il y aurait eu des indices de laisser. C'est ça que c'est fou, ils n'ont pas retrouvé d'ADN, ils n'ont pas retrouvé bon, je sais pas. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tout récemment, là, il y a une dernière info qui est sortie. C'est vraiment là, ça date d'il y a quelques mois. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que le nombre de fois où il y a eu des déclarations qui ont été faites, c'est machin qui a fait ça. Mais en tout cas, il y a le procureur allemand qui, lui, a déclaré détenir le coupable. Alors, il a dit ça, après, il peut, entre guillemets, dire ce qu'il veut, mais il a dit que, selon lui, c'était un homme qui s'appelle Christian Bruckner. Je crois qu'il est juste derrière sur le tableau et c'est un des portraits robots. Mais en tout cas, ou une des photos. Et il
dit que c'est pour lui le coupable. Alors malheureusement, ils n'ont pas les preuves médico-légales, c'est-à-dire de l'ADN, ou ils n'ont pas cet élément qui peut l'inculper à 100%, mais il est persuadé, et ils ont des preuves tout de même. Ils veulent pas dire les preuves, parce que forcément, s'ils disent les preuves, l'avocat de Christian Bruckner pourrait s'en servir pour lui, derrière, discréditer un petit peu l'affaire. Mais il dit avoir ça, et il est persuadé aussi d'une chose, c'est que la petite fille est morte. Il n'a pas de preuve du corps, mais pour lui, c'est certain que la petite fille est morte. En même temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quoi On est maintenant, on est combien de temps après l'enquête Ça fait des années maintenant. 14 ans. Je pense que 14 ans, il y a de fortes chances, oui. Après, si la petite fille en soi, elle est-ce qu'elle peut vraiment être au courant de que c'est elle, tu vois? Après, Je pense quand même, vu l'impact médiatique, etc. Mais c'est vrai que après, est-ce que c'est la presse qui nous vend quelque chose? Est-ce que aussi derrière, ils essaient de un petit peu boucler l'affaire parce que ça fait tellement d'années que ça traîne? C'est pas trop. ouais, mais... ils peuvent essayer de mettre ça après sur le dos de quelqu'un en se disant lui, ça. il a le profil, et puis je sais pas. Après, on verra. À mon avis, là, on va encore entendre parler pendant quelques mois, voire un an ou deux, et peut-être qu'ils vont voir les preuves. Mais s'ils n'ont pas eu les preuves pendant 15 ans, je pense que malheureusement, on n'aura pas les preuves d'ici 2-3 ans, quoi. C'est vrai qu'on voit encore des articles qui datent d'il y a quelques mois, qui reprend à nouveau des nouveaux faits. Donc, c'est un vrai business, hein. Tu vois des journaux comme des journaux entre guillemets comme Closer qui sortent ça. Bon, tu dis c'est aussi un vrai business, et c'est un peu triste aussi parce que l'affaire est quand même terrible, et même pour la famille, ça doit faire que des hauts et des bas. Merci de nous avoir écoutés. Paul, Johanna, du coup, c'est qui votre suspect qui vous paraît le plus crédible de tout ce qu'on a dit là? Moi j'aurais bien dit Charles O'Neill, celui qui a été suspecté par Scotland Yard en 2011, mais après avec ce qu'a dit le procureur allemand à la fin, disant qu'il a le coupable, j'ai quand même envie de le croire, et je me dis bon, c'est quand même le procureur allemand, donc moi je dirais Christian Bruckner. Et toi, Johanna, du coup? Moi, ça serait plus le dernier suspect le plus récent en Allemagne, parce que c'est vrai que forcément avec les nouvelles technologies et tout, autant prendre la dernière piste. Bon, honnêtement, moi, vu toutes les pistes qu'il y a, je pense énormément à la piste du réseau pédophile. Et vous, du coup, à votre avis, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires qui est le suspect qui est le plus crédible pour vous. Et donc à la prochaine fois pour le prochain épisode.